15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, homme de radio et de télévision, visage phare de l'émission La Roue de la Fortune sur TF1, actuellement à la présentation de Tous Classiques sur Radio Classique. Christian Morin partage depuis ses débuts son quotidien, celui de plusieurs générations de Français aussi, puisque nous le partageons ensemble, mais aussi il est dessinateur de presse, clarinettiste, comédien et il raconte ses multiples vies dans son autobiographie. J'ai tant de choses à vous dire aux éditions XO. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, comment ça va ? Écoutez, moi ça va très très bien, surtout depuis que je vous ai en face de moi. Je me suis permise de démarrer cette émission en disant Christian tout court, parce que je crois que vous préférez. Oui, je préfère, oui, Christian, j'aime bien, puis les prénoms doivent servir à quelque chose. Exactement. Autrement, je ne pourrais pas vous appeler Cyrielle. C'est vrai. Merci beaucoup alors d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, et cela va sans dire puisque ce sera indissociable aujourd'hui, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Légèreté, amitié et autant que faire se peut, fidélité. Fidélité. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous, votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et alors, on démarre par le début, toujours le début. Christian Morin, vous êtes né un 2 mars dans les années 40 à Bordeaux, à 3h30 de l'après-midi, dans une petite clinique sur les boulevards de Bordeaux. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu aux côtés de vos parents, Jean et Hélène Morin, et de votre sœur Colette, dans le quartier de Mériadec, à Bordeaux, et dans quel cadre vous avez grandi ? C'est un cadre tout à fait, un quartier populaire, c'était après la guerre, parce que je suis né en 45 donc, et c'est un quartier, si c'était à refaire, j'aimerais retrouver cette ambiance, cette humeur des artisans. Il y avait, bon, je suis obligé de le dire, parce que c'était le lieu, disons, où les gens, les hommes allaient se promener, puisqu'il y avait des bordels et des bars et des hôtels eau courante, comme l'on dit, dans le centre de Bordeaux. J'étais entre la place Gambetta, qui était cette fameuse place où pendant la Révolution on décapitait, et la place Mériadec était un marché aux puces. L'école était tout à fait en bas et il y avait une ambiance agréable. On entendait les gens se parler, on entendait la musique s'échapper des appartements. C'était l'après-guerre, tout le monde avait envie d'une soif d'oxygène après les années que les gens avaient connues, terribles. Et mon père, lui, d'autant plus cette envie d'oxygène qu'il était resté, comme il le disait, au Club Med pendant 3 ans et demi en Pologne, où il s'est retrouvé pendant la première année avec des Juifs et des Russes, des soldats russes. Et mon père avait déjà cette légèreté dans l'œil, puisqu'il avait trafiqué ses papiers, il n'était que caporal, il avait trafiqué ses papiers pour se faire passer pour un sous-officier, ce qui lui a permis de refuser de travailler pour les Allemands. Donc, il est devenu prisonnier, réfractaire, où il est parti donc en Pologne. Quand votre père revient, c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous arrivez très peu de temps après. C'est pour cela que vous vous définissez comme un gamin de la guerre, ou j'ai envie de dire un retour de captivité. Retour de captivité, c'est ce qu'on disait, le baby-boom d'après-guerre, bien sûr. Mais mon père a été très important, comme je le raconte dans le livre, ma mère aussi, évidemment, mais lui a su tirer des ficelles assez discrètement sur ce qu'est devenu le dessin de ma vie. De votre vie, on va y venir. Mais quel genre de petit garçon étiez-vous et quelles étaient vos passions ? Bon, il y avait énormément de passions. J'ai voulu être plusieurs fois, plusieurs métiers. J'ai voulu être clown, pilote de course, reporter, photographe. Tout ce qui passait sous mes yeux m'intéressait. J'étais assez curieux, assez distrait. Je regardais plutôt l'air extérieur ou les oiseaux quand j'étais en cours à l'école. Mais certains profs me plaisaient, les profs de dessin, professeurs de français, etc., avec qui je m'entendais bien. Mais je crois que j'étais un garçon tout à fait normal, avec des parents aimants, d'une famille socialement tout à fait moyenne, d'après-guerre. Donc, mais ça allait très bien.
Petit, vous êtes attiré par la scène, les feux de la rampe et ce fameux quatrième mur, comme vous l'appelez. Vous avez une passion précoce pour les arts et la musique. D'ailleurs, votre première expérience a été de chanter au Grand Théâtre de Bordeaux. Vous avez 8 ou 9 ans. Vous allez un peu plus tard, à 13 ans, jouer La Savetière prodigieuse de Federico Garcia Lorca. Est-ce que ce sont des expériences qui ont fait de vous, d'une part, un amoureux invétéré du théâtre, et est-ce que cela a marqué quelque chose au fer chaud en vous? Alors Cyrielle, je ne sais pas si c'est un amour du théâtre, voire de la musique, pour faire des concerts ensuite, ce que je continue de faire, mais c'était une envie d'être, comment dirais-je, être en représentation. Dès que vous montez sur une scène, vous êtes en représentation vis-à-vis des autres. Et ça m'a séduit. Sauf que la première fois, comme vous le disiez, au Grand Théâtre de Bordeaux, il y avait ces éclairages très puissant, on ne voyait pas le public, c'était le fameux trou noir. Et puis après, il y a eu cette représentation qui était très intéressante d'ailleurs de La Savetière prodigieuse, qui racontait l'histoire de Garcia Lorca, qui racontait un scandale de l'époque, bien avant la guerre en Espagne. C'était un cordonnier de 50 ans qui épousait une jeune fille de 20 ans. Vous vous rendez compte du scandale? Et j'étais un des courtisans de cette jeune fille, qui était jouée par Annie Constantin, une copine qui faisait fac de lettres, pendant que j'étais moi encore au collège, et je prenais une gifle, je sortais de scène, et j'avais fait tous les décors déjà, et l'affiche, et à 13 ans, on se maquillait nous-mêmes, et j'ai un souvenir extraordinaire, d'autant que ça n'a pas été une grande réussite. On jouait à la Bourse du Travail de Bordeaux, la première représentation théâtrale, on a eu 34 personnes dans la salle, mais il fallait bien débuter. Et c'est pas le plus important, j'ai envie de vous dire. C'est ce premier pas qui toujours marque quelque chose dans une carrière. D'ailleurs, vous serez formé bien plus tard par Jean-Laurent Cochet. On en parlera dans un instant. Mais vous allez très jeune passer un test psychotechnique. Comment ça se passe? Alors ça se passait, je devrais dire, parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé avec les moyens techniques. Ça se passait, donc c'est mon père qui a été à cette initiative. Il m'a fait passer un test psychotechnique qui se passait à la Sécurité sociale de Bordeaux, qui était un peu en bordure de Bordeaux, vers le parc bordelais, pour les Bordelais qui nous écoutent éventuellement. Et ça durait 3 jours. Et c'est un client de mon père, de l'imprimerie de mon père, qui s'occupait de ça. Donc il lui avait dit, mais envoyez-moi votre fils, ça peut être intéressant. Alors par exemple, pour donner des exemples concrets, on me donnait un petit jeu de construction. Il fallait que je replace l'église, l'épicerie, le commerce, l'école, la mairie. Et la façon dont je reconstituais ce village, il y avait un jugement psychologique. On vous donnait par exemple 50 livres et d'après les titres des livres, je les mettais dans un ordre. Dans les 10 premiers, j'étais là encore classé. Il y avait des études de réflexe. J'étais dans une salle entièrement noire sur un siège de pilote d'avion qui allait dans tous les sens. Et quand une lumière verte s'allumait, il fallait que j'appuie sur un bouton avec la main droite, et quand une lumière rouge s'allumait, c'était l'étude des réflexes, etc., etc. Et le résultat de ce test, je ne l'ai jamais vu. Mon père l'a vu. Et lui a commencé à tirer les ficelles à partir de cela. Waouh! Cela va vous conduire alors aussitôt à intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Bordeaux. Parallèlement, vous apprenez la clarinette, un instrument qui va devenir central dans votre vie. À cette époque, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire quand même un petit peu? Pas tellement, parce que j'étais encore au collège au moment où mon père me dit ce serait bien que tu apprennes un instrument de musique. On ne sait jamais, les réflexes de la guerre, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Bon, alors ok, alors je dis à un copain. Il avait raison. Je dis à ce copain, je lui dis, écoute, mon père veut me faire apprendre un instrument de musique. Déjà, lui m'avait envoyé au cours du soir des Beaux-Arts que je commençais à suivre dès l'âge de 14 ans. Vous étiez très jeune. J'étais avec des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, donc il y avait déjà une maturité qui se dessinait. Et ce copain me dit, mon père est prof de sax et de clarinette. Bon, ben donne-moi ton téléphone. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc les parents échangent. J'achète une clarinette d'occasion. Mon père me dit, tu n'y touches pas, le professeur te fera voir comment la monter. Et j'ai commencé à jouer. Je suis tombé entre les mains d'un type formidable qui avait fait du jazz pendant la guerre et avant la guerre, et qui m'a dit, si vous travaillez bien vos cours la semaine prochaine, vous aurez une petite surprise. Et il m'a fait découvrir des disques de Duke Ellington et de Louis Armstrong avec un clarinettiste qui s'appelait Barney Bigart, et avec qui je vais jouer presque 15 ans plus tard. C'est magnifique ce que vous nous racontez, Christian Morin, et on va le voir dans cet instant. Dans un instant, vous allez rencontrer les plus grands de notre génération, mais vous le dites de toute façon sans vergogne dans cet ouvrage, la personne la plus importante de votre vie reste votre père, maître d'œuvre de toutes les branches de votre parcours. Est-ce qu'il va aussi vous inciter à dessiner ?
Alors oui, lui, il dessinait lui-même. Et je le dis avec discrétion parce qu'il avait fait des illustrations. J'avais vu quelques dessins, mais je n'imaginais pas que c'était des illustrations dans des livres que j'ai retrouvés, sur Le Bon Coin notamment. Et il avait fait des illustrations pour des livres avant la guerre. Il faisait des dessins publicitaires. Il avait sa petite imprimerie qui marchait très très bien. Et donc, quand je disais qu'il a tiré les ficelles, dans ses résultats du test psychotechnique, il y avait à peu près 70% de réponses favorables à la littérature, le théâtre, la musique, les spectacles et le dessin. Donc, il a tiré intelligemment ses ficelles et je ne pense pas devancer peut-être votre question, mais un jour, alors que j'étais déjà rentré à Europe 1, ma mère me dit « Tu devrais ranger, il y a des papiers de ton père, je ne sais pas s'il faut les garder. » Et je tombe sur les résultats que je n'avais jamais vus. Et dans les résultats, il y a marqué « Christian pourrait être un bon comédien, il devrait travailler l'art du théâtre, peut-être doué aussi pour la profession de speaker. » C'est extraordinaire, ça. Et ça vous est resté parce que vous allez tenter d'entrer en tant que speaker justement à Europe 1. Ça va nourrir une jolie anecdote. On va y venir dans un instant. Vous évoquiez votre père qui va sortir Solitude du Mississippi notamment. Exactement. Oui. Voilà, de ces 3 années de captivité. Il va tirer un album de dessin, vous le dites, criant de vérité, de douleur et de camaraderie, mais aussi de solitude. Vous allez donc démarrer comme dessinateur de presse au journal Sud-Ouest. Vous avez 19 ans. Vous serez ensuite graphiste pour la station régionale de l'ORTF. C'est une fonction que vous allez occuper longtemps, mais que vous continuez aussi quelque part d'exercer. Tout à fait, je continue. Faut jamais abandonner quand même ses premiers amours, si j'ose dire. Mais la clarinette continue évidemment. Le dessin, j'ai toujours continué de dessiner, puisque il y a 6 ou 7 ans, j'ai fait une quinzaine de pochettes pour la maison Sony, pour cette collection formidable, dont le titre est très drôle. D'ailleurs, le classique, j'aime pas, mais ça, j'aime bien. Parce qu'on aime bien toujours un truc, il y a toujours un truc qui vous ennuie, mais il y a toujours un truc qui vous plaît quand même. Bon, bref. Et alors j'étais content parce que c'était 10 ans après Sampé, et quand j'ai commencé à dessiner pour le journal Sud-Ouest, c'était là aussi 10 ans après ce dessinateur tellement merveilleux, Jean-Jacques Sampé. Et il va vous accueillir d'ailleurs, Sampé, ne pas être très sympa au départ et devenir votre ami par la suite. Je crois que c'est ce que vous racontez. Oui, sympa, si. Il était... Quand je l'ai rencontré, c'est pour une émission de jazz. Et on s'est mis à parler de Bordeaux et on a fait des dessins. Il y en a un qui est dans le livre d'ailleurs, où je posais une question à Sampé. Je dis, est-ce que vous aimez le jazz? Et lui, avec son petit personnage, avec une pile de 78 tours, il dit, oh, si peu. Donc on est devenus très amis, très proches après, quand je le croisais. On se saluait toujours avec beaucoup d'amitié. Il y aura un livre de vos dessins, Notes légères, je crois savoir, avec une autre édition ensuite, First édition, oui, 2 livres sur les notes légères. Alors, ce sont des histoires que je raconte dans le journal, le magazine Notre Temps depuis 10 ans. Je raconte des histoires légères sur la musique classique, qui sont arrivées à Mozart, Beethoven, Brahms, etc. Et puis, je fais une petite illustration de cette rubrique qui existe toujours et dont j'ai tiré 2 livres. Tout en poursuivant votre passion pour la musique également, vous allez jouer dans un quartet de jazz qui va vous permettre de découvrir la scène et de faire des rencontres marquantes avant même la radio et la télévision en tant qu'artiste dans un premier temps. Et vous allez faire des rencontres assez incroyables quand même, il faut le dire, Christian Morin. Avec des musiciens de jazz, à l'époque, vous vous rendez compte, on avait 17, 18, 19 ans et on jouait avec des musiciens américains qu'on écoutait dans les disques de jazz. Buck Clayton, premier trompettiste de l'orchestre de Count Basie, qui m'a permis d'ailleurs de jouer avec l'orchestre de Basie chez Max Sims en 83. C'est extraordinaire. Quand je l'ai retrouvé avec 17 musiciens derrière moi, c'était très impressionnant. Ça fout un petit peu la trouille, il faut bien le dire. Et puis, il y avait tous ces musiciens américains qui venaient jouer, qui faisaient des tournées, qui nous prenaient en première partie. Donc, c'était formidable. Je me suis retrouvé dans les rues de Périgueux. On faisait une première partie d'un pianiste qui s'appelait Earl Hines, qui avait joué avec Louis Armstrong, bien sûr, et il avait envie d'asperges. Donc je suis parti avec lui, ne parlant pas anglais, mais on arrivait à baragouiner quelque chose. Je suis allé avec lui pour l'accompagner pour acheter des asperges. Voilà le genre d'anecdotes qui vont s'associer à toutes ces rencontres. C'est merveilleux. Des très belles rencontres et des très jolies anecdotes de vie, des vrais Christian Morin qui vous amèneront également à rencontrer un grand Morgan Freeman. Morgan Freeman, alors c'était pour le festival de cinéma américain
de Deauville, et l'attachée de presse Nicole Croisy, Nicole Sonneville, Nicole Croisy, qui est une bonne copine et qui vient de nous quitter. Nicole Sonneville, donc, Nicole vient me voir, on avait fait un concert pendant le dîner, et elle me dit, est-ce que tu connais un morceau qui s'appelle Memories of You? Je dis, ben oui, bien sûr, c'est un superbe morceau. Parce qu'elle me dit, Morgan Freeman aimerait bien que tu lui joues. Donc je suis allé jouer ce morceau devant Morgan Freeman. Le lendemain, on a déjeuné ensemble avec quelqu'un qui traduisait, parce que je n'ai fait que 2 ans d'anglais, comme je le dis dans le livre. J'ai redoublé ma 6e, je suis désolé. Et après, je suis passé à l'espagnol. Ça crée des gens très très bien. Et donc, il y avait un traducteur, et c'est là que j'ai appris que Morgan Freeman a commencé sa carrière en jouant du saxophone. Et quand le théâtre a commencé à bien marcher pour lui, il a délaissé un petit peu la musique, c'est ce qu'il m'a raconté. C'était un homme vraiment, ça se voit, il a un visage doux, très calme, quel comédien formidable, et homme charmant, de très bonne compagnie, mais j'étais pas peu fier. J'aurais aimé qu'on prenne une photo, il n'y avait pas autant de portables à l'époque, qu'on prenne une photo au moment où j'ai joué ce morceau devant lui. Christian Morin, après votre service militaire à 26 ans, vous allez vous installer à Paris pour vous réinventer. Vous devenez dessinateur humoriste pour différents magazines, dont lui, graphiste pour différentes agences de publicité. Mais vous avez quelqu'un dont vous êtes fan et qui va vous inspirer. Fan, je ne sais pas si le mot est joli, mais que vous appréciez beaucoup, c'est Jacques Chancel. Jacques Chancel, oui. Alors lui, c'était... parce que voilà, mon père venait de disparaître. J'étais venu à Paris pour travailler dans les arts graphiques, après mon diplôme d'art graphique et de publicité des Beaux-Arts. Et mon père n'était plus là, donc j'étais quand même, il faut le dire, complètement perdu. Il n'y avait pas cette poutre maîtresse devant moi. Et je me disais, qu'est-ce qui pourrait réunir tout ce que j'avais fait à Bordeaux pendant 10 ans ? Les Beaux-Arts, les concerts de jazz, des festivals organisés, les génériques pour la télévision régionale, vous le disiez tout à l'heure, quelques émissions de radio aussi auxquelles j'ai participé, mais comme ça en tant qu'invité. Et je me dis, qu'est-ce qui pourrait... Et le dessin humoristique, qu'est-ce qui pourrait réunir tout ça ? Et j'étais fasciné parce que un des assistants de Jacques Chancel était un copain de Bordeaux, qui était monté un petit peu avant moi à Paris, et il m'invitait sur les plateaux. Et je voyais un homme, vous connaissez ce métier, Cyrielle, un homme qui recevait Brassens, Lino Ventura, Karajan, Rostropovitch, tout ça en même temps, ça me fascinait complètement. Ouais. Mais la télé me faisait peur. Donc je me suis dit, pourquoi pas la radio qui pourrait réunir peut-être ce genre de rencontres. Et je suis allé taper à Europe 1. J'ai demandé à parler à la secrétaire du directeur des programmes, Arlette Bergier, je m'en souviens, qui m'a très bien accueilli. J'ai dit, est-ce que vous avez des stages ? Ne riez pas pour devenir speaker. Elle me dit, mais on dit plus speaker, on dit animateur, meneur de jeu. Et elle me dit, vous avez des maquettes ? Je dis, non, pas du tout. Mais elle me dit, on peut vous faire un essai de voix, il n'y a aucun problème. Il y avait quand même une bienveillance et une autre ambiance de relationnel. Et j'ai été accueilli, j'ai fait une première maquette, puis une deuxième. Et puis là, un jour, je reçois un coup de fil, c'est un conte de Noël. 4, 5, 6 jours avant Noël 71, je reçois un coup de fil, Arlette Berger qui me dit, Christian, Monsieur Delanoë voudrait vous voir lundi à 17h, mais soyez à l'heure parce qu'à 18h, il y a le pot du président Floira avec tout le personnel d'Europe 1 pour Noël, donc soyez bien à l'heure. Je raccroche et je dis à tout le monde, elle m'a dit qu'il voulait me parler sérieusement, mais pour me dire que ça ne l'intéresse pas, elle m'a dit, mais non, tu ne serais pas convoqué. Et je suis accueilli par Delanoë, qui était dans son bureau, parolier de Bécaud, de Sardou, de Jodassin et de beaucoup d'autres, et qui me dit, écoutez, j'aime bien votre voix parce qu'elle me rappelle celle de Bécaud, voix éraillée un petit peu. Il y a des choses bien dans la maquette, il y a des choses moins bien, il y a des choses, mais il me dit, il faut apprendre ce métier. Donc, est-ce que vous êtes libre le 9 janvier, dans la soirée du 9 janvier au 10 janvier ? Je dis oui. Parce qu'il fallait remplacer Patrick Topalov, animateur européen, qui commençait à se lancer dans la chanson et qui faisait qui passait en première partie de Claude François en Belgique. Et j'ai commencé, donc, dans la nuit du 9 au 10 janvier, avec une trouille énorme. Vous savez ce que c'est. Mais au le moment, meilleur. Au moment où il n'y a rien, au moment où il y a la musique, ça va, mais au moment où le vide arrive, c'est-à-dire ce que vous dites, vous, Cyrielle, ou moi, là, on est au bord du précipice. Oui. Et c'est très impressionnant. Et puis je suis rentré chez moi. Et quand j'ai dit rendez-vous avec Europe 1 demain matin à 5h, quand j'ai entendu l'indicatif d'Europe 1 de fin de nuit, de fin de chaîne, je me dis, bon, t'es rentré. Et j'avais l'impression d'être rentré, c'est exagéré, mais à la Comédie Française, puisque Europe 1, c'était la radio numéro 1 à l'époque. Et vous devenez piqué. On peut dire ça comme ça, Christian Morin. Oui, bien sûr. C'est une piqûre Il y a eu des piqûres de rappel après. Non, mais là, on apprenait comme au football ou comme au théâtre. On est remplaçant.
Et puis après, on vous demande de dire un petit peu plus de mots, de faire des publicités, d'apprendre le timing, d'avoir des réalisateurs. C'est très réjouissant. Puis j'ai passé des années formidables. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'on va vous donner 2 conseils très précieux. Vous un petit peu plus. Claude Agnelli, responsable Europe 1, vous demande de raconter des histoires. Et ça, vous n'allez absolument pas l'oublier parce que dès votre 3e émission, vous réalisez un exploit qui fera du micro votre royaume. Vous allez échanger avec le petit-fils de Gustave Eiffel. Et ça se raconte quand même. Ça se raconte parce que je ne savais pas quoi raconter. Donc, venant de la province, comme je passais devant depuis le 15e arrondissement pour aller à Europe 1, François 1er, je passais devant la Tour Eiffel, c'était fascinant cette Tour Eiffel. Et j'étais tombé sur des livres au Puce, à Saint-Ouen, sur un ou 2 bouquins qui parlaient de la Tour Eiffel et qui racontaient son histoire, son avènement, sa construction. Et ça m'avait fasciné. Donc je m'étais dit, un premier dimanche avec le réalisateur, on va raconter la construction de la Tour Eiffel, et dimanche suivant, on va raconter la vie de la Tour Eiffel et tout ce qu'elle a apporté. Il y avait des détracteurs au départ, au moment de la construction. Donc on fait cette première émission. Le lendemain, j'étais à Europe, à mon bureau, avec le réalisateur, et on me dit, il y a un coup de fil pour toi, Christian. Alors, allô ? Monsieur Morin, oui. Je suis monsieur René Legrain Eiffel. René Legrain Eiffel. Je suis le petit-fils de Gustave Eiffel, ingénieur automobile. J'ai écouté votre émission hier soir. J'ai un reproche à vous faire. Il y avait des disques un peu longs. Je me suis un petit peu endormi. C'est vrai que l'émission allait jusqu'à 1h ou 2h du matin. Et donc, il me dit, mais vous n'avez dit aucune sottise sur mon grand-père. Où avez-vous pris vos documents ? J'ai dit au marché aux puces. Il dit, c'est pas possible. J'ai dit si. Donc je lui ai fait voir les bouquins. Et il me dit, et le réalisateur a un réflexe, comme vous l'avez ici, il me dit, prends son adresse, on va aller le rencontrer, on va l'interviewer. Ce que l'on en a fait. Et le dimanche suivant, il y avait la voix du petit-fils de Gustave Eiffel, qui avait l'âge de la Tour Eiffel, de surcroît, et qui m'emmenait déjeuner à la Tour Eiffel. C'était pas au Jules Verne à l'époque. Et à chaque fois qu'on traversait le pont depuis le Trocadéro, dans sa cime Camille, il me disait, regardez si ce n'est pas honteux, ce que l'on construit entre les pattes de la tour de mon grand-père. C'était la tour Montparnasse. La tour Montparnasse. Qu'il a d'ailleurs inaugurée. J'ai pas manqué de lui envoyer un petit mot d'ailleurs. Le second conseil qu'on va vous donner vient de Maurice Siegel, qui vous dit « Ne prenez pas le micro pour un dégueuloir ». Je trouve ça tout à fait d'actualité, si je puis me permettre. Exactement. Ce conseil-là. Et puis vous vous sentez, vous venez de le dire, comme un jeune comédien qui vient d'être admis à la Comédie Française, que vous deviendrez d'ailleurs comédien. Mais c'est, je crois, Pierre Bellemare qui va vous aider à trouver votre voix à la radio et aussi à la télévision. Alors sur le dégueuloir, je suis tout à fait d'accord, vous avez raison, c'est tout à fait malheureusement d'actualité, mais c'était surtout pour ne pas partir du principe que parce qu'on a un micro, on est le roi du pétrole. J'ai jamais été journaliste, donc j'avais pas la curiosité ou le sérieux des journalistes, mais en tant qu'animateur, on peut aller de travers de temps en temps, et d'avoir un conseil de Maurice Siegel, le grand patron, était formidable, et puis Bellemare. Alors Bellemare, c'était mon prof de fusain, de peinture, de sculpture que j'avais aux Beaux-Arts, j'allais le regarder, je me demandais comment il faisait pour faire tout ce qu'il faisait à la radio. Et puis, un jour, il y a eu cette aventure où il m'a dit, c'est Pierre Bellemare au téléphone. J'ai dit, mais je t'avais reconnu, Pierre. Il m'a dit, bien, tu n'es pas sans savoir que je quitte TF1 pour France 3, je vais changer d'émission, c'est toi qui vas me remplacer sur les paris de TF1. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? J'ai dit, bon, très bien. Est-ce que tu es libre lundi à 18h ? Il faut absolument qu'on te voie avec Jean-Paul Rouland. Donc j'ai été au rendez-vous et j'ai remplacé Pierre, déjà à 19h30 sur TF1 en 82. Ce sont des passes, comme on dit, extrêmement rares dans ce métier à retenir. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Christian Morin. Pour son autobiographie, j'ai tant de choses à vous dire chez XO Éditions. Dans un instant, mes chroniqueuses nous rejoignent, que des filles aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres en direct sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche.
Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les militants du Freedom Flotilla transférés à l'aéroport de Tel Aviv pour être expulsés. Rima Hassan, eurodéputée française, devait être envoyée à Paris aujourd'hui à 16h, mais a refusé d'embarquer. Greta Thunberg est quant à elle arrivée à Paris. Après avoir été expulsés, nous avons été kidnappés dans les eaux internationales, a-t-elle déclaré. Concernant les autres passagers du Madeleine, deux d'entre eux ont accepté une expulsion immédiate après avoir signé le formulaire requis. Leur identité n'a pas encore été révélée. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a officiellement condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Il a adressé une lettre au président français dans laquelle il qualifie l'attaque terroriste du Hamas d'inacceptable et déclare « Nous assistons sur la nécessité de désarmer le Hamas et de le chasser du pouvoir à Gaza ». Le Royaume-Uni va imposer des sanctions aux ministres Smotrich et Ben Gvir. Selon le quotidien britannique The Times, les sanctions comprendront un gel des avoirs et une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume-Uni. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a quant à lui déclaré « Le gouvernement décidera de la réponse à cette décision inacceptable ». En Autriche, au moins 8 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade qui s'est déroulée ce matin dans une école de Grasse. Les autorités n'ont pas encore déclaré les motifs possibles de cette attaque. Enfin, en France, le meurtre ce matin, peu avant 8h30, d'une assistante d'éducation par un élève de l'établissement. Un élève a sorti un couteau et grièvement blessé une assistante d'éducation. Cette dernière, âgée de 31 ans, est décédée à la suite de ses blessures. Le collégien est quant à lui actuellement en garde à vue. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Christian Morin, mes chroniqueuses sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou sur mon infertilité, à travers les nombreuses FIV que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA, aux éditions David Reynark. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Christian Morin pour son autobiographie. J'ai tant de choses à vous dire aux éditions XO. Alors bien sûr, on parlait de votre parcours jusqu'à Europe 1. Vous allez vous faire remarquer, animer différentes émissions, Christian, telles que Séquence Jazz avec Moustache, Pile ou Face, La Boussole, Dimanche Retour, Hit Parade, Pouce Café. Vous allez devenir l'un des animateurs phares de la station dans les années 80 avec bien sûr votre complice Maryse Gildas, que j'embrasse. D'autres émissions comme Allô, c'est à vous avec Viviane Blassel, Madame Soleil et Catherine Muller. Mais surtout, vous allez enregistrer une émission chez Georges Brassens, interviewer Claude François, partager le micro avec Coluche qui va annoncer la naissance de votre fils Julien. Vous ferez de la radio sur un bateau avec Pierre Perret un jour de canicule. Vous allez en faire des folies durant ces années Europe 1. C'est pas sérieux. C'est une carrière qui ne me prédestinait pas au métier de Premier ministre. Je dis cela parce que j'ai le même âge que Juppé et que Fabius. Donc, c'est pour ça que j'ai pas suivi le même parcours, dirons-nous. Mais je ne sais même pas si ça m'aurait intéressé. Bref, mais c'est un parcours inattendu. Et ces rencontres, justement, je les vivais pleinement à chaque fois. Mais je voulais garder, c'est Maurice Biraud, une des grandes voix d'Europe 1 dans les années 60, m'avait dit, puis quelques artistes m'avaient dit, ne change pas, parce que j'avais toujours une espèce, vous savez, quand on reçoit un invité à la radio, moi j'étais toujours ébloui, comme si j'étais simplement ou auditeur ou spectateur. Ça me fascinait, comment moi j'avais l'impression d'être rentré dans un grand transistor, avec une petite porte, et dès que je rentrais, je voyais
tous les gens que je voyais déjà à la télé en noir et blanc ou que je croisais déjà à la radio, les voix. C'était extraordinaire. Il y avait tous ces jeunes journalistes qui débutaient. Il y avait un type qui partait tous les soirs d'Europe 1 avec des livres sous le bras, c'était Bernard Pivot. Il y avait Jean-François Kahn qui était là, les débutants. Les gens à qui je passais le flash, comme on vient de le faire pour les infos, c'était Jean-Claude Dacier, c'était Gérard Carrérou, c'était tous ces jeunes journalistes qui allaient fleurir après dans le paysage audiovisuel. Mais c'était fascinant. Il fallait garder cet enthousiasme, parce que je crois que c'est pour ça que j'aime bien la phrase de Churchill qui dit « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». C'est vrai qu'il ne faut pas perdre cet enthousiasme, autrement on est foutu. L'autre jour, je me suis attardé sur une fleur qui était en train d'être butinée par une abeille. Ça paraît couillon de raconter ça comme ça, mais j'ai trouvé ça très beau. Donc j'ai pris des photos en gros plan, on aurait dit des photos extraordinaires, mais prendre le temps de flâner, on disait glander, mais c'est plus vulgaire, là, le temps de flâner, parce que vous avez remarqué que quand on lit un livre pendant que tous les autres travaillent, on culpabilise un peu, on se dit, est-ce que je dois faire ça ? Il faut le faire, ça permet de vivre normalement. Christian Morin, cet enthousiasme, on va le retrouver, j'imagine, quand vous allez nous parler dans un instant de cette émission Tous Classiques que vous campez toujours à 9h30 sur Radio Classique aujourd'hui. Vous allez partir à cette époque-là, après une grande période de 15 ans à Europe 1 sur RMC. Vous ferez vos débuts à la télévision sur France 3, antenne 2, TSR. Et je voulais m'attarder brièvement là-dessus parce que TSR, la télévision suisse, va vous permettre d'interviewer en tout premier une des plus grandes chanteuses de ce monde. Et alors, on l'apprend, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était pas vous. C'est Céline Dion. Non, mais c'est parce que, je vais vous dire pourquoi. Le producteur et ami Alain Morisot, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai fait beaucoup d'albums d'easy listening dans les années 90, était une star au Canada. J'ai été jouer là-bas avec lui, d'ailleurs. Et il me dit un jour, écoute, il y a une chanteuse qui va représenter la Suisse bientôt, à Eurovision, donc on va la recevoir, tu vas voir comment elle chante, 13 ans, 14 ans, Céline Dion. Alors je découvre, il y avait sa maman qui était là, un de ses frères, une de ses sœurs, enfin la famille, une partie de la famille. Et puis je fais l'interview 8 jours avant Michel Drucker, mais c'est pas un jeu, c'est pas un concours avec Michel, évidemment. on est suffisamment amis, c'est simplement que l'émission que je faisais sur la télé suisse était beaucoup moins vue que la télévision française, et Michel, qui cartonnait déjà à l'époque avec son émission, a reçu Céline Dion pour le grand public. Mais j'ai eu la chance, le petit privilège, entre guillemets, de croiser Céline Dion pour la première fois en télévision, donc à Genève. Elle était délicieuse, elle est adorable, vous écouterez l'interview, elle avait beaucoup d'aplomb déjà, mais charmante. Elle avait une tête d'adolescente et puis la voix déjà bien posée. Je ne l'ai pas rencontrée depuis, mais j'avoue que ça m'amuserait un jour de la voir. Oui. Vous arriverez sur TF1 avec notamment La Roue de la Fortune pour le programme le plus connu, diffusé de 87 à 92 avec vous et Annie Pujol, mais qui a duré plus longtemps, jusqu'en 97 avant de revenir par la suite. Vous le dites souvent, vous faisiez entre 12 et 13 millions de vues à l'époque où n'existait que 5 chaînes. Pourquoi vous avez quitté ce programme avant sa fin ? C'est pas moi qui l'ai quitté, c'est que Étienne Moujotte m'avait dit, il était préoccupé par la publicité qui est le nerf de la guerre, donc je devais commencer à drainer, je devais être un vieux présentateur, peut-être j'avais 47 ans seulement à l'époque, j'ai commencé La Roue de la Fortune à 42 ans, et la clientèle, il fallait rajeunir la ménagère de moins de 50 ans, donc c'était voilà l'indicatif. Qui est d'ailleurs, tout premier. Cette musique est d'un réalisateur de télévision qui est complice de Nagui. La musique a été faite par Gérard Pulicino. Waouh ! C'est lui qui a composé ça. Oui, magnifique. C'est Gérard. Et donc, Étienne Moujotte me dit, on va changer les programmes. Et puis, il y avait, comment s'appelle-t-il, De Chavannes qui piaffait d'impatience pour avoir le créneau 19h, 20h. Et j'avais dit à Étienne, si vous voulez avoir une bonne locomotive pour De Chavannes, laissez La Roue de la Fortune à 18h30. Ils l'ont descendu à 11h30 ou à midi et finalement ça s'est cassé la gueule parce que l'horaire n'était plus propice à ce jeu, à cette émission-là. Et par la suite, Christophe de Chavannes l'a présenté, cette émission. Et Éric Antoine aujourd'hui la présente. On va écouter le générique de l'émission aujourd'hui sur M6. Est-ce qu'on vous l'a reproposé depuis cette époque ? Oh ben non, maintenant je fais partie moi des vieux dinosaures de la télévision. Moi j'aurais adoré que ce soit vous, Christian Morin. Oui, mais enfin peut-être que les directeurs de chaîne ne voient pas ça comme ça. Cela dit, Éric Antoine, je suis ravi que ce soit lui. C'est un homme qui a un fond gentil, qui a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision sur lui et sur les invités. D'ailleurs, on m'avait demandé à RTL de faire un petit mot pour Éric,
ce que j'ai fait, je lui disais, tu aurais dû garder le nom de Christian Morin, c'est beaucoup plus connu que Éric Antoine, mais ne t'inquiète pas, ton nom reviendra à la mode pour reprendre son gimmick. Et puis je lui avais dit, compte tenu de ta taille, ne te penche pas trop sur la roue, parce que si tu tombes et si tu te casses la gueule sur banqueroute, ça la foutrait mal. Donc voilà le petit mot que je lui ai laissé. Oh, je sais pas, vous savez, est-ce que aux États-Unis, en revanche, c'est toujours le même présentateur, Pat Sajak, que j'ai rencontré avec Annie Pujol, on était invité là-bas avec Vanna White, et il y avait même sur les arrières des bus du côté de Los Angeles ou à New York, il y avait comment sera habillée Vanna White ce soir pour présenter la roue de la fortune, où elle ne parlait pas du tout. Mais si vous avez une idée comme ça, Cyrielle, comme la roue de la fortune, c'est quand même le jeu du morpion avec une roue de loterie, déposez-la, prenez un avocat, devenez productrice, parce que le producteur Merv Griffin, qui était une espèce de Guy Lux américain, quand il a eu cette idée, il a gagné énormément d'argent. Je vais vous dire pourquoi. À Los Angeles, décalage horaire avec New York. Quand vous allez dans l'Indiana, c'est pas les mêmes horaires que le Mississippi, mais la roue de la fortune passe sur les chaînes de télévision à la même heure, à 19h30, selon les régions. Mais à chaque fois, la valeur de la publicité n'est pas, ce sont pas les mêmes publicités qui passent. Donc les droits de publicité chaque semaine étaient énormes, plus les droits mécaniques de revente du produit. Et en plus, Merv Griffin, c'était producteur il travaillait pour la télévision brésilienne au Globo. Donc c'est une bonne idée, gardez-la. Christian Morin, qu'est-ce que vous gardez, vous, comme souvenir de ces jolies années ? Bon, écoutez, c'est d'abord une reconnaissance. Bon, les gens vous reconnaissent dans la rue, on est toujours réjouis. J'espère que j'ai pas eu la grosse tête. Je pense que la grosse tête, on a dû l'avoir maladroitement avec Julie, avec qui nous étions de la même classe quand on est rentré à Europe 1. Je me souviens, on réservait au restaurant en disant Christian Morin d'Europe 1. Les gens ne nous connaissaient pas quand ils nous voyaient rentrer dans le restaurant, on faisait que de la radio. Donc, mais déjà, et puis j'ai demandé à mes amis, comme disait Annie Girardot, laissez-moi avoir la grosse tête pendant 15 jours ou 3 semaines pour que je prenne mon pied, puis après, dégonflez-moi un petit peu. On est toujours un peu maladroit, forcément. Mais la roue de la fortune, la télévision, il y a une réjouissance. Les gens sont d'une certaine manière très très gentils. Sauf une fois où j'ai pu voir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je tournais pour la télévision à Marseille et je croise un couple et au passage j'entends la dame qui dit à son mari « Tiens, regarde, c'est celui que tu n'aimes pas ». Bon. J'ai rien dit. Et ça peut, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu. Qu'avez-vous dit ? J'ai rien dit. Je ne me suis pas arrêté. Pensez donc. Christian Morin, d'autres émissions par la suite, de télé, de radio bien sûr, et bien d'autres émissions, on le sait. Après une pause, vous arrivez en 2010 en tant qu'animateur de télévision, de l'émission plutôt en radio de Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Vous officiez depuis 15 ans aujourd'hui. C'est une émission qui vous permet de cumuler vos casquettes d'amoureux du jazz et du micro. On vous retrouve à la rentrée, puisque c'est le mercato, vous savez comment ça se passe. Je ne sais pas, je dois voir mon directeur le 17 juin, mais je ne manquerai pas de vous appeler. Vous m'envoyez un petit message, j'en serais comme nous sommes voisins en plus, sinon je viendrai vous retrouver ici pour lire quelques publicités pendant l'émission. J'en serais ravie. Il faut le signaler pour nos auditeurs, vous êtes multi-casquette, une carrière de clarinettiste, de jazz, de variété, de comédien au théâtre et au cinéma que vous camperez le temps d'une entr'acte, dites-vous. De toutes vos casquettes, vous n'avez jamais laissé tomber quoi que ce soit. Oui, parce que c'était le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir un équilibre. Alors Marcel Julien m'avait posé la question, avec Jacques Chancel d'ailleurs, il m'avait dit mais est-ce que tu pourrais choisir une matière ? J'ai dit non, c'est comme un petit vélo d'enfant. On va dire que le cadre du vélo c'est la radio avec le guidon, c'est la télévision. Sur le garde-boue arrière, il y a la clarinette qui est posée. Et puis la sécurité en faisant toutes ces matières avec les 2 petits trous à l'arrière qui équilibrent le vélo pour pas que je me casse la figure. Et puis, c'est le dessin, par exemple, ou d'autres activités, même avec les amis. Il faut pas les négliger, tout ça. Ces rencontres amicales sont toujours importantes dans la vie. Christian Morin, puisque c'est les fruits d'une de vos réflexions, est-ce que il vous reste quelque chose à accomplir? Est-ce que vous êtes fier de ce très beau parcours à notre sens? Sauter en parachute. Non, mais ça, blague à part, ça fait partie. Alors, je crois que je me dégonfle au fil des années. J'ai pensé déjà à l'âge de 70 ans à sauter en parachute. Je dis pas que je ne le ferai pas un jour, quand même, accompagné, je vous rassure, parce que de le faire tout seul, pourquoi pas. Mais il y a une matière, en plaisantant, je dis toujours, il y a une matière que je n'ai jamais abordée, c'est la danse classique. Mais comme Nureyev était arrivé sur le marché, j'ai laissé tomber et je me suis demandé si j'aurais supporté les collants. Les collants de cycliste, oui, parce que j'adore le vélo en plus. Et vous aimez le théâtre aussi, on vous y emmène aujourd'hui.
au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Christian Morin, bonjour à Hélène. toutes et à tous. Cher Christian Morin, c'est avec un grand bonheur que je vous dédie cette chronique théâtre, vous qui êtes resté un amoureux des arts, de la peinture, de la musique et du spectacle vivant. D'ailleurs, si mes lectures sont bonnes, si vous avez choisi d'habiter sous les toits à Paris, c'est bien parce que les musées, les concerts et les théâtres sont tout à côté de chez vous. Voilà, je partage ce sentiment. Connaissez-vous le Théâtre des Abbesses, qui est la seconde salle du Théâtre de la Ville? Alors non, je connais le Théâtre de la Ville parce que j'y suis allé dans les années 70 quand je suis arrivé à Paris, mais le Théâtre des Abbesses, je ne le connais pas, non. Voilà, il est près de la butte Montmartre et il se joue en ce moment dans ce grand théâtre, un spectacle qui fait fureur auprès des spectateurs de tous âges. Il s'agit de Valentina, il est signé de l'autrice et metteur en scène Caroline Guiella Nguyen, et autant le dire tout net, le théâtre que propose cette jeune artiste surdouée, qui est par ailleurs directrice du Théâtre national de Strasbourg, ne ressemble à rien de ce que l'on a vu déjà. Parce qu'en fait, elle met sur la scène des inconnus dans des histoires totalement bouleversantes qui prennent naissance dans notre réalité et qui se prolongent dans le fantastique, avec des émotions, des mots directs, des affects qui ressurgissent comme des bombes. On avait découvert au Festival d'Avignon avec Saigon, une de ses premières créations magistrales, un milieu qui se déroulait dans la cuisine d'un restaurant vietnamien à Paris, entièrement reconstitué. On y rencontrait des exilés suspendus entre deux cultures, l'Indochine, la France, à travers les souvenirs odorants des cuisines et des voyages. Puis, il y a quelques mois, à l'Odéon, ce fut Lacrima. Peut-être que vous en avez entendu parler, Lacrima, parce oui, que tout à fait. ça fait quand même pas mal de bruit. Un spectacle qui fit un triomphe à Paris, en province, mais dans le monde entier, qui racontait la fabrication douloureuse et complexe d'une robe de princesse anglaise dans le domaine de la haute couture entre Paris, Alençon et Mumbai en Inde. Alors Valentina, c'est beaucoup plus petit, c'est un petit spectacle en forme de bijou, c'est un conte moderne qui met en scène une mère et sa fille entre la Roumanie et la France, traversant des difficultés de la maladie et le merveilleux du miracle. Et c'est magnifique. Alors rentrons dans le détail avec vous Hélène Kuttner. Alors, Cyrielle, l'histoire, elle est très simple. Elle est racontée par la voix de sa fille, d'une mère roumaine qui est malade du cœur et qui est obligée de venir en France pour se faire soigner. Quand elle apprend que sa maladie est difficilement curable, elle décide de partir en France avec sa fille, laissant en Roumanie son mari. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une histoire un petit peu triste. Mais Caroline Guiella Nguyen, avec le talent qui lui est propre, elle a une petite quarantaine d'années, en fait un conte fabuleux. Tout d'abord, parce qu'elle installe sur le plateau une scénographie superbe, où trône, nichée dans un autel sacré, la sculpture d'un cœur irisé, argenté, qui scintille. Autour de cette sculpture, il y a des bouquets de fleurs éclatantes et un cœur de taille normale, de couleur pourpre, qui va se mettre à battre, à pulser et à donner le rythme du spectacle. La petite fille va raconter ce voyage alors que deux musiciens roumains jouent au violon une musique déchirante. Valentina, en fait, c'est une petite fille de 9 ans et elle est jouée par une actrice. Alors, je ne sais pas quel âge elle a, cette actrice. À mon avis, elle a plus que 9 ans, elle doit avoir 12 ans. Elle est extraordinaire. Sa mère, qui est aussi roumaine, elles sont toutes les deux roumaines, bilingues, enfin, la petite est bilingue roumain-français. La mère est jouée par une formidable actrice, elle va se battre pour être soignée à l'hôpital, tandis que sa fille est intégrée dans une école. Mais quand la mère réalise qu'elle ne parle pas un mot de français et que la médecin comprend à peine ce qu'elle raconte de sa pathologie, la mère décide de faire de sa fille son interprète à plein temps. Elle lui fait rater l'école, elle invente des subterfuges, la petite fille doit sauver sa mère, surtout quand elle apprend qu'une greffe du cœur est indispensable. Et c'est à ce moment-là que le réel bascule dans le conte merveilleux, Hélène. Tout à fait, Cyrielle, car dans ce spectacle, il y a en même temps du réel et en même temps de la vidéo, des gros plans et du fantastique, de la magie. Le médecin de la mère, l'institutrice de Valentina, le cuisinier de l'école qui parle roumain sont des personnages du réel, comme on peut en croiser. Mais c'est Valentina, du haut de ses 9 ans, cette petite fille, qui va prendre en charge la maladie mortelle de sa mère en portant jour et nuit un beeper, et c'est le beeper qui peut l'avertir d'un cœur possible, d'une greffe de cœur possible. Et cette petite fille, elle ment à tout le monde, et soudain, comme par miracle, elle devient elle devient à son tour porteuse de la pathologie de sa mère qui guérit. Je vous rassure, elle va être sauvée aussi. Mais c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'un mensonge quand il faut sauver la vie d'une mère, et comment les enfants se débrouillent pour phagocyter le réel et pour inventer un autre réel. Comment Valentina, par le truchement de l'apprentissage des mots français,
c'est un spectacle sur la langue aussi, manipule tout son entourage et parvient par une force surnaturelle à transmuter la maladie en étant elle-même malade. C'est cela que nous raconte ce très beau spectacle qui est interprété par des comédiennes bouleversantes. La musique, les lumières, la scénographie de camailleux somptueux, la vidéo sensible plonge le spectateur dans des émotions fortes, l'amour d'une mère, de sa fille embarquée pour la vie et un cœur qui bat. Et nous, spectateurs de tous âges de ce conte réel et fantastique, nous sentons battre notre cœur avec ce spectacle intime, attachant, universel, qui nous conte avec beauté et simplicité le combat d'une petite fille à l'intelligence de feu qui aide sa mère à vivre en dépit d'une langue qu'elle ne connaît pas. Et c'est une formidable maturité pour l'auteur de la pièce, à 40 ans déjà quand même. Mais ça c'est l'espoir aussi de rencontrer. Ce que je dis un petit peu à la fin de mon livre, c'est que moi j'ai une histoire, mais c'est celle d'un petit garçon qui vient d'un quartier populaire à Bordeaux, avec un parcours bien sûr un peu mis en lumière avec la télévision, mais vous prenez n'importe quel individu. Il y a une émission que j'adore d'ailleurs à la télévision, c'est des racines et des ailes sur France 3, parce que on rencontre des artisans, des gens qui ont toujours des histoires à raconter, et je trouve que c'est bien de mettre en exergue, au travers de la maladie, une histoire avec ce fameux miracle, donc à la fin. Valentina. À voir au Théâtre des Abbesses. Exactement, au Théâtre de la Ville-Abbesse jusqu'au 15 juin, puis en tournée. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Très Sarah beau prénom, Elbaz. Hélène. Vous savez que c'est le prénom de ma mère. Eh oui. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Christian Morin. Bonjour Sarah. Christian, je dois vous avouer que quand j'étais petite, je pensais que vous viviez dans la télé. Ah, c'est vous. Et c'était moi. Du coup, aujourd'hui, je vous parle dans un micro face à vous et je vous assure que ça va faire son effet hommage de mon cousin le mois prochain. Parce que jusqu'à récemment, ma tante me demandait encore « Tu fais toujours tes sketchs là dans les bars ? T'as une mutuelle avec ça ?» Là, ça va devenir ma nièce, c'est celle qui a papoté avec Christian Morin. D'un coup, je passe de poète précaire à star régionale. En tout cas, merci d'être avec nous, monsieur Morin. C'est Ou gentil. plutôt, monsieur Couteau Suisse. Mais avec plus de classe, sans lame dangereuse et clarinette intégrée. Exactement. Parce que vous avez tout fait, animateur radio, télé, musicien, dessinateur, auteur, comédien. Si on ajoute à ça un petit numéro de claquette, on frôle l'intermittent de génie. Vous êtes un peu comme un millefeuille culturel. À chaque couche, une surprise. Un peu de jazz, une anecdote sur Annie Cordy et un souvenir télé pour relever le tout. Christian, vous avez cette élégance rare de ceux qu'on écoute naturellement. Et puis cette voix. Ah, votre voix, Christian. Chaleureuse, rassurante, enveloppante, on dirait un plaid audio. Vous êtes un peu la tisane verbale de la bande FM. D'ailleurs, en parlant de bande FM, sachez que pour préparer cette chronique, je vous ai écouté sur Radio Classique plusieurs matins de suite. Franchement, ça m'a fait un bien fou, un vrai répit. 3 jours sans les comptines de mon fils, j'ai troqué l'araignée gypsy et roule galette contre Mozart. Je vous cache pas que ça a donné des idées à mon fils qui commence à devenir un peu snob. L'autre jour, il m'a demandé si le générique de Peppa Pig n'avait pas été joué par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Mais pour qui se prend celui-là ? Vous voyez. Moi, personnellement, je vous ai découvert quand j'étais petite. Ah oui, quand j'étais petite. C'était l'époque où on regardait la télé en famille, où on buvait un biberon de coca en cas de gastro, où les parents fumaient en voiture et ne mettaient pas de ceinture à l'arrière, et pourtant, on était heureux. Et dans cette époque floue et tendre, vous étiez là, figure familière du salon, au milieu du canapé de ma sœur. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire à ma sœur, et je pense à nous deux. Posés dans le salon, à regarder la roue de la fortune, et à vous regarder avec votre calme Olympia, lorsque les candidats criaient des lettres comme s'ils faisaient une dictée sous crise d'asthme. Le P comme pompier ! Non, ce n'est pas le P. Toujours classe, Christian, toujours tranquille. Et nous, on était là, on criait banqueroute en tapant sur mon doudou en guise de buzzer. Et au même moment, il y avait ma mère qui passait devant la télé avec le balai, mais qui ralentissait pour vous regarder. Il me disait « Il n'y a pas à dire, il est gracieux, ce monsieur Morin. Les filles, pas les pieds sur la table. » Christian, vous avez traversé les époques avec une constance désarmante. Les années 80, le bug de l'an 2000, les coupes mulets, les plateaux en moquette, les génériques au synthé et la 10e décennie de Michel Drucker. Et à chaque fois, vous aviez ce truc rare, la classe tranquille. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous sortez un livre. J'ai tant de choses à vous raconter. Bah oui, forcément. Quand on a tout vu, tout joué, tout présenté, on n'écrit pas un bouquin qui va s'appeler « Bof, pas grand-chose à dire les gars ». Moi, je vous cache pas que si j'écrivais un livre aujourd'hui, ça s'appellerait « J'ai mangé un couscous pas frais à 14h et je le regrette. PS, faut que je pense à payer la cantine ». Mais vous racontez l'époque, les coulisses, les fous rires. Et vous le faites comme vous parlez à la radio, doucement, sans jamais forcer, avec cette douceur qui nous attrape par l'oreille. Alors Christian, aujourd'hui, je vous le dis franchement, merci. Merci pour votre voix, votre élégance, vos jeux télé, vos fausses moustaches Jean Cluedo. Merci d'avoir été dans nos salons sans jamais prendre trop de place. Et surtout, merci d'avoir permis à 2 gamines sur un canapé de se fabriquer des souvenirs qui durent. Ne changez rien. Continuez à souffler dans votre clarinette, à souffler dans nos oreilles et dans nos souvenirs. Et surtout,
Merci d'avoir tant de choses à nous raconter. On pourra faire une photo quand même pour la famille. on va la faire, la photo. Alors là, vous m'avez On va économisé à la un maison. cadeau d'anniversaire et de mariage, Christian. Vous savez que Merci. j'avais annoncé, j'ai un de mes amis qui a été un grand directeur de publicité à Europe 1, Jean-Yves Lannery, et Jean-Yves m'avait demandé si je pouvais annoncer la naissance de son petit-neveu. J'ai annoncé la naissance du neveu, et 25 ans plus tard, il m'a dit, est-ce que tu pourrais revenir pour annoncer son mariage? Je suis allé au mariage, et au mariage, on a ressorti l'enregistrement d'Europe 1, c'était extraordinaire, et j'aurais fait la même annonce ce soir. Voilà. Donc je pourrais venir me déplacer si vous me le demandez. Alors Avec là, grand plaisir, ce sera en Christian. off. Merci beaucoup, Sarah Elbaz, évidemment. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le portrait de Judith Cohen-Solal. Le portrait psychologique. Radio J. Vous allez me détester, Judith, parce que ça va être un portrait très serré. On a 2 minutes, on me fait signe que la publicité va arriver c'est de très ma tôt faute. aujourd'hui. C'est pas bien grave. Bonjour, Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Christian Morin. Donc je vais me dépêcher Bonjour. très vite. Et déjà, en effet, vous avez tellement de choses à dire que du coup, il n'y a plus de temps pour en parler. Je peux revenir. Mais moi, Avec joie. je serais ravie. Et cela dit, vous avez fait un beau coup, puisque d'habitude, moi, je dois un petit peu détailler l'invité, comment il est. Mais là, qu'est-ce que je vais dire? Et d'abord, en plus, j'ai promis au chauffeur d'Uber dans lequel j'étais, qui a branché la radio, parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone et que je dois vous écouter depuis le début de l'émission, qui m'a dit, Christian Morin, le Bordelais, le présentateur. J'ai dit, ah ouais, vous connaissez bien. Il me dit, mais bien sûr. Et quand je suis descendue, parce qu'il écoutait, il m'a dit, dites-lui bonjour d'un arabe. Je lui dis, vous voulez dire bonjour d'un chauffeur de Uber? Oui, mais moi je suis tunisien, je l'adore, dites-lui de ma part. Eh ben, on va lui dire bonjour. Voilà, alors, comme il est voilà. en train d'écouter, il m'a dit, je vais écouter, alors je le fais. Bravo pour cette promesse. Sinon, eh bien évidemment, comme on l'a dit, vous êtes un touche-à-tout. J'ai bien aimé vos 3 mots. Vous avez dit légèreté, amitié, mais bon, le plus marrant, c'était autant que faire se peut, fidélité. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est bien mignon et ça laisse justement le suspense. Donc, on peut dire que quand vous parlez, on attend quelque chose. Il y a une forme de mystère et à la fin, on dirait que tout est évident et clair. Je vous regardais tout à l'heure, on ne savait plus si c'était l'émission de Cyrielle ou la vôtre, parce qu'en fait, quand vous êtes à la radio, c'est vous le patron, quoi. Donc, Non, c'est non, clair. non, pas du tout, c'est notre émission. Voilà, c'est votre émission. Voilà, en tout cas, je me suis dit que la roue de la fortune, c'est quand même vous. Elle a bien tourné pour vous, donc quelle sacrée bonne fortune pour le bonheur de tout le monde. Et je voulais vous dire une chose. C'est que dans la tradition juive, on dit qu'à partir de 70 ans, on remet les pendules à zéro. De telle sorte que si les gens veulent, ils peuvent faire leur bar mitzvah. Vous savez, normalement, c'est à l'âge de 13 ans. Oui. Et bien, à 83 ans, ils peuvent refaire une bar mitzvah ou en faire une, parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Donc là, Je vais m'y préparer. je crois que vous êtes l'illustration vraiment absolue de ce que peut être une remise à zéro et un adolescent devant nous. J'aurais dû venir en culotte courte. Merci Quand même, beaucoup, avec toute Judith la sagesse. Cohen-Solal. Merci beaucoup, Merci notre beaucoup, psychanalyste Sarah. que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous, Christian Morin. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre autobiographie. J'ai tant de choses à vous dire aux éditions À vous XO. raconter. Mais à, À dire vous aussi, raconter. vous avez vu. Et bien voilà, On a vous nous avez débordé. dit beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire sur l'antenne de Radio J. On se dit rendez-vous demain dès 15h sur l'antenne. Merci beaucoup à Raphaël Sebag, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev pour aujourd'hui sur Radio J. Merci Cyrielle.